Il est des silences qui hurlent plus fort que la fureur des tempêtes. Il est des hommes qui traversent l'existence comme des falaises de granit, immobiles face au vent contraire, apparemment insensibles à l'érosion du temps et à la médiocrité des jours. Lino Ventura était de cette race-là, une race en voie d'extinction, celle des géants taiseux qui portent le monde sur leurs épaules sans jamais demander leur reste. Pour la France entière, pour vous peut-être qui avez grandi avec ces films le dimanche soir, il était la gueule, le gorille, l'inspecteur Galien, ce bloc de virilité rassurante qui ne s'abaissait jamais à la comédie des sentiments. On le croyait fait d'une seule pièce, sculpté dans une morale antique, presque spartiate, où un oui est un serment sacré et où le silence vaut toutes les signatures notariées du monde. Mais le granit, s'il est la pierre la plus dure, est aussi celle qui se fissure le plus violemment lorsqu'elle cède. Ce que l'on a ignoré pendant des décennies, ce que ses plus proches ont protégé avec la ferveur d'une garde prétorienne pour ne pas écorner la légende, c'est que derrière cette armure de silence, Lino Ventura tenait une comptabilité secrète. Il ne s'agissait pas d'une comptabilité financière, car l'argent pour l'argent l'ennuyait profondément. Il ne s'agissait pas non plus d'une comptabilité de gloire, car la célébrité le fatiguait. Non, dans les tréfonds de sa mémoire, Lino Ventura gardait la trace indélébile de 5 trahisons morales. Alors que la mort rôdait autour de sa maison de Saint-Cloud en cette fin d'année 1987, cet homme qui n'avait jamais voulu se confesser a laissé entrevoir ses cicatrices. Il ne parlait pas d'ennemis, le mot était trop théâtral, trop vulgaire pour lui. Il parlait d'incompatibilités absolues. De lignes rouges franchies. Il y avait 5 noms, 5 attitudes, 5 moments précis dans sa vie qui avaient heurté son code d'honneur avec une telle violence qu'il avait décidé, en son âme et conscience, de ne jamais pardonner. Pourquoi cet homme, arrivé au sommet du respect et de l'adulation, nourrissait-il une rancœur aussi froide, aussi tenace, jusqu'à son dernier souffle? La réponse ne se trouve pas dans les magazines de cinéma. Elle est enfouie bien plus profond, dans l'histoire d'un petit immigré italien qui avait dû apprendre à se battre avant d'apprendre à lire, et pour qui le cinéma n'a jamais été un jeu, mais un champ de bataille pour l'intégrité humaine. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, ce n'est pas la biographie d'une star. C'est l'autopsie d'une conscience qui a préféré se briser plutôt que de se plier. C'est le récit d'un homme qui a traversé le XXe siècle en gardant les poings serrés, persuadé que le moindre relâchement serait une trahison de ce qu'il était. Pour comprendre la fin, il faut toujours revenir au commencement, à cette boue originelle qui façonne les âmes. Car Lino Ventura n'est pas né Lino Ventura. Il est né Angiolino Giuseppe Pasquale Borini, le 14 juillet 1919, à Parme. Et son histoire, avant d'être celle d'une réussite, est celle d'une chute et d'une humiliation. L'histoire de Ventura est d'abord celle d'un déracinement brutal. Il n'a pas 10 ans quand il doit fuir l'Italie qui sombre dans le fascisme pour rejoindre la France avec sa mère. Il arrive à Montreuil, dans la banlieue parisienne des années 20, non pas comme un invité, mais comme un intrus. Il faut imaginer ce que cela signifie, pour un enfant, d'être un Rital, un macaroni, dans la France de l'entre-deux-guerres. Ces mots-là ne sont pas juste des insultes, ce sont des crachats. Ils définissent votre place dans le monde, tout en bas. À l'école, on se moque de son accent, de ses vêtements, de sa pauvreté. Lino comprend très vite, trop vite, que le monde est un endroit hostile où la faiblesse se paie cash. Il n'a pas de père pour le protéger, Giovanni Ventura n'est qu'un fantôme qui s'est évaporé. Lino doit devenir son propre père. Il doit devenir un homme avant d'avoir été un adolescent. C'est ici, dans la grisaille de Montreuil, que se forge le code Ventura. C'est une construction psychologique fascinante, née de la nécessité vitale. Puisque les mots servent à l'insulter ou à lui mentir, il se méfiera des mots toute sa vie. Puisque ceux qui parlent bien sont souvent ceux qui l'humilient, il se méfiera de l'aisance, du brio, de l'intelligence verbale. Il choisit le camp du silence et de l'action. Il quitte l'école très tôt, enchaîne les petits boulots, groom, livreur, mécanicien. Il touche la matière, il se salit les mains. Il apprend que la seule valeur réelle, c'est l'effort. Si tu ne suis pas, tu ne mérites pas. Cette philosophie va trouver son exutoire parfait dans le catch. Après la guerre, Angiolino devient la fusée italienne. Le catch, on a tendance à le mépriser aujourd'hui, à n'y voir que du chiquet. Mais pour Ventura, c'est une école de la vérité physique. Sur un ring, on ne peut pas mentir. On tombe, on a mal, on se relève. C'est un spectacle, certes, mais c'est un spectacle fondé sur la souffrance acceptée. En 1950, il est champion d'Europe. Il est au sommet de sa puissance, un colosse de muscles et de volonté. Et puis, le destin, avec son ironie cruelle, le brise. Lors d'un combat contre Henri Kogan, un bruit sec résonne dans la salle. Une double fracture ouverte de la jambe. En une seconde, à 30 ans, sa vie s'arrête. Un catcheur boiteux est un homme mort socialement. Il se retrouve sans avenir, avec une famille à nourrir, plongé dans l'angoisse terrifiante du déclassement. C'est cette peur, cette terreur viscérale de la pauvreté et du vide,
qui va le pousser vers le cinéma. Non par vocation, jamais par vocation, mais par pure nécessité alimentaire. Quand le réalisateur Jacques Becker le cherche pour Touchez pas au Grisby, Lino ne veut pas y aller. Pour lui, le cinéma, c'est un truc de guignol, de gens pas sérieux qui se maquillent et font des grimaces. Il y va à reculons, presque par défi, prêt à saboter l'entretien pour retourner à sa vie anonyme. On connaît la légende, face à la production, il demande un cachet exorbitant, 1 million de francs de l'époque, une somme insultante pour un débutant, persuadé qu'on va le mettre à la porte. Mais Jean Gabin, le vieux, le patron du cinéma français, dit oui. Gabin voit dans ce regard noir quelque chose que les acteurs professionnels du conservatoire n'ont pas, l'épaisseur du vécu, la gravité de celui qui a eu faim. Ventura entre dans le cinéma comme on entre dans un gang, par effraction, adoubé par le chef, sans avoir jamais pris un cours de comédie. Mais ce succès fulgurant ne le guérit pas de ses insécurités. Au contraire, il le met en danger permanent. Car le cinéma est un monde de faux-semblants, de flatteries, d'ego boursouflés, tout ce que Lino déteste viscéralement. Il reste sur ses gardes, tel un animal sauvage au milieu d'un salon mondain. Et au fil des années, alors que sa stature grandit, il voit le métier changer. Il voit arriver une nouvelle génération, de nouvelles méthodes, une nouvelle morale élastique. Et c'est là que sa liste noire commence à s'écrire. C'est là que les incompatibilités deviennent des fractures irréparables. Le premier nom qui hante cette liste secrète est celui d'un homme que la France entière adore, un homme qui est le soleil quand Ventura est l'ombre, Jean-Paul Belmondo. Leur rencontre sur Classe Touriste en 1960 aurait dû, sur le papier, sceller une amitié éternelle. Le vieux lion et le jeune loup, deux forces de la nature. Mais pour Ventura, Belmondo incarne une menace existentielle pour l'artisanat qu'il défend. Il faut comprendre le choc anthropologique qui se joue sur le plateau. Ventura arrive avec son texte su à la virgule près, sa ponctualité militaire, sa concentration absolue. Pour lui, le plateau est un sanctuaire, un atelier. On y travaille. On y gagne son pain avec la gravité de l'ouvrier métallurgiste. On ne rit pas avec le travail. Belmondo, lui, arrive avec la décontraction insolente de la nouvelle vague. Il est brillant, solaire, sportif. Il improvise, il blague entre les prises, il joue avec la caméra, il brise le 4e mur, il ne se prend pas au sérieux. Il est cool. Et pour Lino Ventura, le cool est une forme de paresse, voire de manque de respect. Ce n'est pas de la jalousie, ou du moins, pas seulement. C'est une incompréhension fondamentale sur la nature de l'effort. Ventura murmure à ses proches, avec une inquiétude sincère, il joue comme il respire. C'est peut-être génial, mais ce n'est pas du travail. Pour Lino, héritier d'une morale doloriste, si ça ne fait pas mal, si ça ne demande pas d'effort visible, ce n'est pas méritoire. Il voit en Belmondo le symbole d'une époque qui commence à privilégier l'instinct sur la discipline, la forme sur le fond, le talent inné sur le labeur acquis. Il refuse de tourner à nouveau avec lui, non par haine personnelle, mais parce qu'il sent que leurs deux mondes ne peuvent pas cohabiter sans que le sien ne s'effondre. Belmondo représente la facilité apparente, et Ventura s'est construit, pierre après pierre, contre la facilité. C'est une divergence philosophique qui va bien au-delà du cinéma. C'est la confrontation entre l'homme qui porte le poids du monde tel un atlas fatigué, et celui qui décide de jongler avec comme un acrobate. Si Belmondo était le choc du style, le deuxième nom sur la liste représente le choc du verbe, et c'est un paradoxe cruel. Il s'agit de Michel Audiard. C'est cruel car Audiard a écrit les plus belles pages de la carrière de Ventura. Les tontons flingueurs, les barbouzes, ne nous fâchons pas. La petite musique d'Audiard, cet argot ciselé, semble taillé sur mesure pour la carrure et la voix de Lino. Le public les associe irrémédiablement. Pourtant, une guerre sourde, souterraine, oppose les deux hommes. Une guerre qui va conduire Ventura à rejeter le dialoguiste le plus célèbre de France. Le problème de Ventura avec Audiard, c'est la question de la vérité. Lino est un acteur du silence et du regard. Il sait, instinctivement, par expérience de la vie, que dans les moments véritablement dramatiques, les hommes ne font pas de bons mots. Quand on souffre, quand on tue, quand on meurt, quand on a peur, on ne fait pas de l'esprit. On se tait. On agit. Audiard, lui, est un orfèvre du langage, un homme de lettres qui transforme la rue en opéra. Il met dans la bouche de ses personnages des aphorismes brillants, des subjonctifs imparfaits, de la poésie argotique. Il privilégie les faits à la réalité psychologique. Pour Ventura, c'est du chiquet. C'est faux. C'est de la littérature, pas de la vie. Il reçoit les scénarios et il rature. Il coupe. Il enlève les adjectifs, il supprime les tirades brillantes. Il dit « Je ne peux pas dire ça. Un mec comme moi ne parle pas comme un livre. » Audiard enrage. Il se sent trahi, amputé de son art, méprisé par cet acteur qu'il a contribué à créer. Il dira
Lino confond le cinéma avec la vie. Il oublie que c'est du spectacle. Mais Ventura ne veut pas faire du spectacle. Il veut faire du vrai. Il se méfie des mots parce que les mots peuvent mentir, parce que les mots sont l'arme des puissants, des instruits, de ceux qui l'humiliaient quand il était petit et qui ne maîtrisaient pas bien le français. Refuser Audiard, c'est refuser la domination de l'intellect sur l'émotion brute. C'est affirmer que le regard d'un homme blessé vaut toutes les métaphores du monde. C'est une position radicale, presque suicidaire commercialement car le public réclame du Audiard, mais Lino s'y tiendra. Il préférera des films moins écrits, moins brillants peut-être, mais où il se sentira plus honnête, plus en accord avec cette exigence de sobriété qui le définit. Si cette quête d'authenticité vous touche, si vous comprenez cette méfiance envers le beau langage qui cache le vide, prenez un instant pour laisser un signe de votre passage. C'est important de savoir que ces valeurs résonnent encore. Le troisième nom nous emmène vers une douleur plus vive, une blessure d'orgueil qui ne s'est jamais refermée, une confrontation de titans. Jean-Pierre Melville. Melville est un géant, le maître incontesté du polar froid, le réalisateur du Samouraï et du Cercle Rouge. Sur le papier, la rencontre avec Ventura est une évidence absolue. Deux hommes obsédés par la virilité, par le code de l'honneur, par la solitude, par le bleu acier de la nuit. Ils tournent ensemble Le Deuxième Souffle, puis le chef-d'œuvre absolu sur la résistance, L'Armée des Ombres. Mais ce tournage de 1969 va devenir un calvaire, un champ de bataille psychologique dévastateur. Il faut comprendre qui est Melville. C'est un génie, certes, mais c'est un tyran. Un créateur démiurge qui considère les acteurs non comme des artistes, mais comme des objets, des silhouettes qu'il déplace dans son cadre millimétré. Il veut tout contrôler, le battement de paupières, la position de la main, le rythme de la marche. Il nie à l'acteur sa part de création, son intelligence. Pour Ventura, qui a besoin de comprendre viscéralement son personnage pour l'incarner, c'est une négation de son humanité. La tension monte jusqu'à l'absurde. Sur le plateau de L'Armée des Ombres, alors qu'ils tournent des scènes d'une intensité émotionnelle rare, les deux hommes cessent de se parler. Littéralement. Ils passent par des assistants pour communiquer alors qu'ils sont à 2 mètres l'un de l'autre. Dites à Monsieur Ventura d'avancer de 3 pas. Dites à Monsieur Melville que je suis prêt. C'est un duel de silence, glacial, terrifiant, qui pèse sur toute l'équipe. Ce que Ventura ne pardonne pas à Melville, ce n'est pas sa rigueur, car Lino est rigoureux. C'est son arrogance. C'est cette façon de se prendre pour Dieu le Père. Ventura, l'ancien lutteur, l'ancien immigré, a gardé une humilité profonde face au métier. Il ne supporte pas ceux qui humilient. Pour lui, Melville a franchi la ligne rouge du respect humain au nom de l'art avec un grand A. Et pour Ventura, aucun film, aussi génial soit-il, ne vaut qu'on piétine la dignité d'un homme. Après le dernier plan, Lino part sans se retourner, sans un mot d'adieu. Il ne reverra jamais Melville. Il ne lui pardonnera jamais d'avoir transformé une aventure collective en dictature solitaire. L'Armée des Ombres reste un film immense, mais c'est un film né dans la haine. Puis vient le quatrième nom, et c'est peut-être le plus surprenant, car il incarne tout ce que Ventura n'est pas, tout ce qu'il ne comprend pas. Brigitte Bardot. Nous sommes au début des années 70. Le film s'appelle Boulevard du Rhum. Lino Ventura face à Bébé. L'eau et le feu. Le roc et l'écume. Bardot est au sommet de sa gloire planétaire. Elle est une icône, un fantasme, une marque mondiale. Elle vit entourée d'une cour, de photographes, de scandales, d'animaux. Elle est le caprice incarné, l'enfant gâté du cinéma. Pour Ventura, le choc est violent. Il arrive sur le plateau avec son sérieux habituel, sa préparation minutieuse, et il découvre le cirque. Les retards de la star, ses sautes d'humeur, son besoin constant d'être le centre de l'attention, d'être rassuré, flatté. Une anecdote raconte qu'un jour, Bardot, incapable de jouer une scène d'émotion, bloque le tournage pendant des heures, passant du rire aux larmes, ingérable. Lino attend, assis dans un coin, stoïque, le visage fermé, bouillonnant intérieurement. Il ne la déteste pas en tant que femme, il respecte trop les femmes pour cela. Il la rejette en tant que symbole. Elle représente pour lui la dérive du métier vers le star system. Pour Lino, être acteur, c'est un travail, un artisanat, pas un statut social. On doit se faire oublier derrière le rôle. Bardot, elle, est toujours Bardot, quoi qu'elle joue. Elle vampirise l'écran, elle vampirise l'histoire. Ventura dira plus tard, avec cette politesse glacée qui était la sienne quand il méprisait, elle n'est pas une actrice, elle est une image. Et pour cet homme qui cherche désespérément la substance des êtres, une image est vide. Il ne lui pardonne pas de transformer le sacré du plateau de cinéma en une extension de sa vie privée tumultueuse. C'est une incompatibilité de valeur totale. Lino rentre chez lui le soir retrouver sa femme, sa vie rangée, ses rituels immuables.
Il regarde le chaos de la vie de Bardot avec une incompréhension mêlée de pitié et de rejet. Il s'est juré de ne plus jamais travailler avec ça, avec ce désordre. Mais le cinquième nom? Le cinquième nom est différent. Ce n'est pas un rival artistique, ce n'est pas un conflit d'ego, ce n'est pas une question de méthode. C'est une blessure ouverte, une trahison intime qui touche à ce que Ventura a de plus cher au monde, à la chair de sa chair. Pour comprendre, il faut parler de Linda. Linda, sa fille, née en 1958. Linda qui ne grandit pas comme les autres. Le handicap mental. À l'époque, dans la France des années 60, c'est un tabou absolu. On cache ces enfants-là, on a honte, on les enferme dans des asiles loin des regards. Lino, lui, va faire l'inverse. Il va se dresser. Avec sa femme Odette, son pilier, il découvre l'horreur de la prise en charge du handicap en France. Les institutions insalubres, le mépris, l'abandon de l'État, la solitude des familles. La colère de Ventura, cette colère froide, contenue, qu'on voit exploser parfois dans ses films, elle vient de là. Elle vient de ce combat quotidien, épuisant, pour la dignité de sa fille. En 1965, il lance l'association Personneige. Il sort de sa réserve légendaire, il va à la télévision, lui qui déteste se montrer, et il lance un appel poignant qui bouleverse la France, ce n'est pas de la pitié que je demande, c'est de la justice. Et c'est dans ce combat sacré qu'il va rencontrer le cinquième nom. Ce n'est pas une personne unique, c'est une figure, un archétype qu'il a croisé sous les traits d'un producteur influ, ou peut-être d'un politique. L'identité exacte est restée floue, protégée par le silence pudique de Lino. Mais l'événement, lui, est bien réel et d'une violence inouïe. On raconte qu'un jour, alors que Ventura remuait ciel et terre pour trouver des financements afin de construire un premier foyer d'accueil, un homme puissant de l'industrie l'a convoqué. Cet homme, cigare aux lèvres, sûr de son pouvoir, lui a fait comprendre qu'il pouvait aider l'association. Il pouvait débloquer des fonds, signer des chèques, ouvrir des portes, à une condition. Une condition artistique et financière. Il fallait que Lino accepte un film précis, qu'il baisse drastiquement son cachet, qu'il soit arrangeant sur un contrat futur. En somme, cet homme a essayé d'acheter la conscience de Ventura en utilisant la souffrance de sa fille comme monnaie d'échange. Il a tenté de faire du chantage sur le dos d'enfants handicapés. C'est là que le granit s'est définitivement durci. Pour Ventura, c'était le péché absolu. L'impardonnable. Mélanger le business sordide du cinéma avec la cause sacrée des innocents. On imagine la scène, digne de ses plus grands films. Lino, qui se lève lentement de sa chaise, qui ne crie pas, qui ne frappe pas, mais qui regarde l'homme dans les yeux avec une intensité insoutenable, un regard de mort. Et qui sort sans dire un mot, laissant l'enveloppe ou le contrat sur la table. Cet homme-là, ce producteur sans nom, a été rayé de la carte des vivants pour Ventura. Il est devenu un fantôme. Il n'existait plus. C'est cette intégrité radicale qui a fait de Lino un homme à part, un homme seul. Il a refusé la Légion d'honneur, non par snobisme, mais parce qu'il disait « Allez l'épingler sur le front de ma fille, c'est elle qui se bat, pas moi ». Il a refusé les mondanités, les dîners en ville, les compromissions qui huilent les rouages du métier. Il a construit une forteresse autour de ses principes. Mais attention. Si l'on s'arrête à cette image du chevalier blanc, on passe à côté de l'essentiel. On ne voit qu'une moitié de l'homme, la moitié solaire. Or, Lino Ventura était infiniment plus complexe, et c'est cette complexité qui le rend bouleversant, qui le rend humain, proche de nous. Car cet homme qui exigeait la loyauté absolue, cet homme qui ne pardonnait pas la trahison, a lui-même trahi. C'est le grand secret, la grande douleur cachée de sa vie, la faille sismique dans le granit. Pendant plus de 10 ans, de 1972 à 1982, Lino Ventura a aimé une autre femme qu'Odette. Il a vécu une passion dévorante, profonde, sincère avec Yanou Collard, une attachée de presse. Ce n'était pas une passade d'acteur, un caprice de star. C'était un amour véritable. Imaginez le tourment intérieur de cet homme. Lui, le parangon de la vertu, le patriarche italien traditionnel, l'homme du devoir, vivait dans le mensonge quotidien. Il était écartelé. Il ne pouvait pas quitter Odette, car on ne quitte pas la mamma, on ne quitte pas celle avec qui on a traversé les épreuves de la pauvreté, celle avec qui on a construit Personneige. La loyauté envers le passé l'enchaînait. Mais il ne pouvait pas non plus renoncer à l'amour présent, à cette femme qui lui apportait une respiration nouvelle. Cette culpabilité l'a rongé jusqu'à l'os. Elle a creusé les rides profondes de son visage, elle a voilé son regard de cette tristesse infinie que l'on perçoit dans ses derniers grands rôles. Regardez bien Garde à vue. Quand il joue l'inspecteur Galien, cet homme fatigué, désabusé, qui écoute les aveux d'un autre, il ne compose pas. Il laisse transparaître sa propre fatigue d'être Lino Ventura. La fatigue de devoir porter une armure trop lourde, la fatigue de devoir incarner une morale qu'il n'arrivait pas lui-même à respecter totalement dans l'intimité de son cœur. Il portait sa propre croix.
C'est peut-être pour cela qu'il était si dur, si intransigeant avec les autres. C'est une clé psychologique essentielle. Il projetait sur Belmondo, sur Bardot, sur le monde extérieur, une exigence de perfection qu'il savait, au fond de lui, impossible à tenir. Sa liste noire n'était pas seulement un jugement sur le monde, c'était aussi une manière de se protéger de ses propres démons. En désignant le mal chez les autres ou la légèreté, le mensonge, l'orgueil, il essayait désespérément de tenir ses vices à distance de sa propre âme tourmentée. Il jugeait les autres pour ne pas s'effondrer sous le poids de son propre jugement. La fin de sa vie est marquée par ce repli progressif. Dans les années 80, Ventura tourne moins. Il refuse beaucoup de rôles. Il est fatigué des jeux de masques. Il se consacre presque entièrement à personnage, comme une forme de rédemption. Il sent que le monde lui échappe, que les valeurs qu'il a défendues ou la parole donnée, le respect, le travail bien fait sont devenus obsolètes, ringardes. Il devient un vieux lion solitaire dans sa tanière de Saint-Cloud, jouant aux cartes avec quelques rares fidèles, regardant le siècle s'accélérer sans lui. Le 22 octobre 1987, la mort vient le chercher, brutale, rapide, comme il l'aurait sans doute souhaité. Pas de longue maladie, pas de déchéance physique qu'il aurait eu en horreur. Une crise cardiaque, à 68 ans. Il n'a pas eu le temps de vieillir, de devenir l'ombre de lui-même. Il est parti debout. La France est sous le choc. On pleure l'acteur, le monstre sacré. Les hommages pleuvent. Mais dans le concert de louanges nationales, on oublie souvent de regarder l'homme dans sa vérité nue. On a voulu faire de Lino Ventura un héros monolithique, un saint de vitrail. Mais il était bien plus beau que cela. Il était un homme faillible qui a essayé, toute sa vie, de se tenir droit dans un monde courbe. Il a tracé des lignes dans le sable qu'il a interdit aux autres de franchir, tout en luttant chaque jour pour ne pas les effacer lui-même. Sa liste des 5 impardonnables n'est pas une simple série d'anecdotes de tournage pour cinéphiles. C'est un testament moral. Elle nous pose, à nous qui le regardons aujourd'hui avec nostalgie, une question vertigineuse et terriblement actuelle. Et nous? Où sont nos limites? Dans une époque où tout s'achète, où tout se négocie, où l'image règne en maître absolu, où l'on pardonne tout pour un quart d'heure de célébrité, avons-nous encore le courage d'avoir des ennemis? Avons-nous encore la force de dire non à ce qui heurte notre conscience, même si cela doit nous coûter une carrière, une amitié, ou notre tranquillité? Avons-nous encore ce granit en nous? Lino Ventura n'est pas mort apaisé. Il est mort inquiet. Inquiet pour sa fille, inquiet pour l'avenir de son association, inquiet pour la dignité de l'homme qu'il voyait s'effriter. Mais il nous a laissé ce regard. Ce regard noir, profond, qui nous fixe depuis l'écran et qui semble nous dire, par-delà la mort, ne trichez pas. Ça ne sert à rien de tricher. À la fin, quand les lumières s'éteignent, il ne reste que ce que vous avez fait. Alors, la prochaine fois que vous verrez Lino à l'écran, ne regardez pas seulement le flic intègre ou le voyou d'honneur. Regardez l'homme qui porte ses cicatrices comme des médailles invisibles. Regardez l'homme qui a préféré la solitude à la compromission. Et demandez-vous si, quelque part dans votre propre vie, il n'y a pas un nom, une situation, un principe, pour lequel il vaudrait la peine, vous aussi, de devenir un bloc de granit. Si vous pensez que cette intégrité, aussi rugueuse soit-elle, manque à notre monde moderne, je vous invite à rejoindre ceux qui n'oublient pas. Abonnez-vous pour continuer d'explorer ces destins qui nous grandissent. Et surtout, ne partez pas tout de suite, car l'histoire du cinéma est une chaîne infinie de destins croisés. Si Ventura était la terre, solide et immobile, il existe un autre monstre sacré qui était le feu, un homme avec qui il a partagé l'affiche et qui cachait lui aussi, derrière son sourire carnassier et sa désinvolture apparente, des abîmes de mélancolie et de tragédie que vous ne soupçonnez pas. Mais ça, c'est une autre histoire, une histoire de fureur et de larmes, que nous découvrirons très bientôt.